L'information de 23 h sur RTI 1, Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. 61 002 candidats des filières tertiaires et industrielles de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique affrontent les épreuves du brevet de technicien supérieur. Ces écrits s'achèveront le 21 juillet prochain. Ils suivront les épreuves pratiques de cet examen à grand tirage les 25 et 30 juillet 2022. Le gouvernement face aux internautes ivoiriens dans un live talk sur la cherté de la vie. Le ministre Souleymane Diarra Souba présentait les mesures engagées pour juguler cette situation mondiale. Un Groove Talk avec pour problématique évoquée la flambée des prix, le respect du plafonnement des prix et le transport des produits vivriers. Nous parlerons aussi de vivriers. L'autosuffisance en riz est une réponse à l'inflation. Les riziculteurs ivoiriens sont formés par des experts japonais en technique de mécanisation agricole et la méthode d'engrais biologiques. Bienvenue dans ce 23 h. Ce lundi, 60 000 candidats, plus de 60 000 candidats au brevet de technicien supérieur ont entamé les épreuves écrites de l'examen. Ils sont 42 226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les filières industrielles. Cette phase écrite se déroulera jusqu'au 21 juillet prochain dans 131 centres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Sephora Zegui. 7 h ce lundi 18 juillet, premier jour de composition au brevet de technicien supérieur BTS. Fouille méticuleuse avant l'accès au centre d'examen. Dans cette université à Mbadon, plus de 400 candidats prennent part à l'examen de fin d'année. Pas d'incident déclaré, il n'y a aussi pas d'absent. Nous nous sommes entretenus avec les étudiants leur demandant de se débarrasser de tout. Et aussi, comme nous avons eu accès au centre avant les étudiants, nous avons posté des surveillants à chaque entrée, à chaque sortie. 7 h 30, Ruth Yao, candidate en finance, comptabilité et gestion d'entreprise, vérifie que l'enveloppe contenant les épreuves de français est hermétiquement fermée. Elle procède ensuite à l'ouverture sous les yeux de Adama Diawara, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Quelques conseils d'usage et la composition peut démarrer. Tournez le dos à la fraude. Parce que la fraude est l'ennemi de notre système. Alors ne vous en faites pas. En plus des surveillants qui sont physiquement présents dans la salle, vous avez des caméras qui vous surveillent. Donc si vous tentez quoi que ce soit, ça vous risque péril. Après plusieurs mois de préparation, notre candidate reste confiante pour la suite. D'abord, nous avons eu 9 mois de cours bien préparés avec nos différents professeurs. Et nous avons eu un prépa avec des enseignants. Et cela fait de nous des étudiants prêts pour cet examen. 61 002 candidats, dont 42 226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les filières industrielles, affrontent les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs. Après Mbadon, c'est au lycée classique d'Abidjan que Adama Diawara termine sa visite. Nous espérons simplement que cette année, le taux de réussite sera plus élevé que ce que nous avons connu l'année dernière. On était seulement à 47,39%. L'essentiel pour nous, c'est de mettre donc à la disposition du marché de l'emploi des techniciens supérieurs de valeur, de qualité, qui peuvent contribuer de façon très efficace au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Nous allons voir les filières qui sont porteuses d'emploi. Ces filières-là seront maintenues. Celles qui ne sont pas porteuses d'emploi, elles seront tout bonnement supprimées. Et même les filières qui seront retenues, nous allons revisiter les curricula pour faire en sorte que le contenu des cours soit en adéquation avec le profil de compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Ce qui revient à dire que les curricula seront actualisés de commun accord avec le secteur privé. Démarré ce 18 juillet, les épreuves écrites vont prendre fin le 21 juillet prochain pour laisser place aux épreuves pratiques. Les résultats sont attendus le 19 août dès 14 h. Voilà, le BTS, un diplôme avec lequel l'étudiant peut soit poursuivre des études ou être opérationnel dès la sortie de l'école. Et pour les jeunes sans qualification, eh bien l'avenir n'est pas perdu. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage souhaite toucher cette frange de la population. Un partenariat a été signé avec le club Abidjan Ville Durable. Des précisions sont données par Davis Oyo et Jean-Marc Djadji. En apposant sa signature sur ces documents, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage formalise son cadre de collaboration avec le club Abidjan Ville Durable.
Cette action du ministre Kofi Nguessan avec ce groupement d'entreprises privées évoluant dans divers secteurs d'activité vise à insérer le maximum de jeunes sans qualification dans les établissements techniques d'excellence en France. Objectif, faire d'eux l'élite des techniciens ivoiriens. Il s'agira pour nous d'abord d'identifier les besoins des entreprises du club. Près de 80 entreprises sont dans le club. C'est vraiment important et c'est de grandes entreprises qui ont de nombreux besoins que nous avons identifiés. Et en accord avec ces entreprises, avec le président, nous allons former dans un premier temps de nombreux jeunes à l'extérieur de notre pays dans les métiers qui sont demandés, c'est des métiers pointus. Et au retour de ces jeunes, ils seront tous recrutés dans les entreprises. Alors il y a un premier volet d'une trentaine qui va, d'ici la fin de l'année, intégrer les entreprises du club. Et ensuite, on va travailler au développement du recrutement sur plusieurs axes, donc travaux publics, la communication média, le numérique, l'environnement et le développement durable. Ce partenariat entre le ministère chargé de la formation professionnelle et le club Abidjan Ville Durable est le fruit de la mutualisation des actions des secteurs publics et privés en faveur de la formation et de l'insertion professionnelle. À l'Assemblée nationale, un nouvel organigramme a été publié. Le président Adama Bictogo a procédé à un réaménagement de son cabinet et du secrétariat général, qui sont les nouveaux nommés au sein de l'institution parlementaire. Réponse dans cet élément de Moussa Konaté. De nouvelles nominations à l'Assemblée nationale. Au cours de la réunion du bureau élargi à la conférence des présidents, le président Adama Bictogo nomme de nouvelles personnalités au secrétariat général et au cabinet de l'institution. Conseiller spécial auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Famoussa Koulibaly, député, inspecteur général de l'Assemblée nationale, M. Alain Akako Adra, juriste, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mme Aka Sonon Julie, préfet hors grade, secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Diomande Aboubakar Sidiki, maître assistant des facultés de droit, secrétaire général adjoint de l'Assemblée nationale, Mme Sogodogo Aïssa Aimé, épouse Trabi, administrateur parlementaire, chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Diarasuba Vassiriki, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, chef de cabinet adjoint, chargé des affaires sociales, du genre, de l'autonomisation des femmes auprès du président de l'Assemblée nationale, Mme Noël Afoué-Delphine, juriste, chef de cabinet adjoint, chargé du protocole et du cérémonial auprès du président de l'Assemblée nationale, M. Kakou Ange Félix, ingénieur, commerce et communication. Une nouvelle équipe pour un dynamisme nouveau dans le fonctionnement de l'hémicycle. C'est l'ambition du président de l'Assemblée nationale. Une réorganisation du planning de travail est aussi annoncée. L'Assemblée ne peut pas attendre un mois pour se réunir. Je veux dire, on doit pouvoir analyser les activités de l'Assemblée. Une fois par semaine, on doit se réunir. Et le jeudi est un bon jour parce que le Conseil des ministres ayant lieu le mercredi, ça nous permet, avant que les textes nous soient transmis, de pouvoir faire une analyse sociopolitique de ce qui se présente. Et je propose donc que le bureau, c'est une fois par semaine, et la conjugaison des conférences président et bureau toutes les 2 semaines. Le président de l'Assemblée nationale annonce également la rénovation des bâtiments, ainsi que la construction de nouveaux bureaux. Des initiatives pour améliorer le cadre de travail des élus et du personnel. Voilà un nouveau bureau qui travaillera au bon fonctionnement de la Chambre basse du Parlement ivoirien. La cherté de la vie, voilà un phénomène sur lequel tous les pays du monde se rejoignent en cette période. Les prix grimpent, les populations n'hésitent pas à exprimer leur inquiétude. Et entre ces deux situations, le gouvernement en Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour contenir l'inflation. Des mesures exposées par le ministre Souleymane Diarra jeudi dernier face aux internautes. Un live talk entre le gouvernement et la population sur lequel revient Lanciné Bakayoko. Cherté de la vie, respect des prix plafonnés, financement des PME et acheminement des produits vivriers vers les marchés de grande consommation sont les problématiques qui ont meublé les échanges entre le ministre Souleymane Diarra et les internautes. Sur la tendance haussière des prix des produits, plusieurs mesures sont arrêtées. Le Conseil des ministres, en sa séance du 9 mars 2022, a adopté
des mesures, différentes mesures immédiates, à court terme et à moyen terme, notamment la subvention partielle des prix des produits pétroliers, le gazole, pour éviter l'impact sur le coût de la vie, pour un montant de 406 milliards de francs CFA de janvier à juin 2022. Au niveau du développement industriel, 7 graves priorités ont été dressées principalement dans le domaine de l'agro-industrie. Objectif, transformer 50% de la production nationale des principales matières premières à l'horizon 2025. Pour accélérer la création de richesses et d'emplois grâce au développement de l'industrie, notre département a entrepris également avec des partenaires la réhabilitation des anciennes zones industrielles existantes, notamment la zone industrielle de Yopougon d'une contenance de 469 hectares, l'aménagement de nouvelles zones industrielles, notamment à Coupé-Zéji qui fait 940 hectares, l'aménagement de la zone industrielle de Yamoussoukro de 750 hectares, celle de Bonoa qui fait 329 hectares, San Pedro 500 hectares, les zones dédiées à la transformation de l'anacade à Korogo, Bondoukou, Séguéla et Boaké pour environ entre 15 hectares et 25 hectares. Des mesures incitatives d'ordre fiscal et autres avantages en faveur des secteurs de la transformation locale du cacao, de l'anacarde et de l'EVA sont également prévues. Pour les PME, Suleiman Diarasouba annonce le lancement en septembre prochain des activités du guichet unique du développement des entreprises qui, dans son fonctionnement, apportera une solution globale aux préoccupations des PME. Et à côté de l'action du gouvernement, le comportement d'achat et la consommation locale peuvent permettre de moins souffrir de l'inflation. Aussi, au plan national, la politique rizicole renforce son processus pour parvenir à l'autosuffisance en riz et des riziculteurs ivoiriens bénéficient dans ce cadre du savoir-faire japonais dans des champs-écoles. Didier Nguessa. Dans ce bassin rizicole situé en plein centre-ville de Boaké, ces producteurs suivent la démonstration de Kenji Sumichi, formateur japonais, et son collaborateur ivoirien Stanislas Ndepo, espèce émanciée. La leçon du jour, la méthode Bokashi, une technique de fertilisation à l'engrais biologique. Le Bokashi est un engrais organique qui est fait à base de biochar. Le biochar, c'est la carbonisation des balles de riz mélangées à de la farine basse qu'on fait fermenter pendant 3 semaines et le produit est fini et utilisé soit pour les pépinières ou même pour le plein champ. L'engrais organique, le Bokashi, met à disposition des plantes de riz des éléments nutritifs, à savoir l'azote, le phosphore, le potassium et tout ce qui est éléments minéraux. Les bénéficiaires sont de la coopérative agricole des riziculteurs et acheteurs du centre Caraca. Cette méthode leur permettra de réduire les coûts de production au minimum de moitié. Le projet ProRiz nous a aidés dans beaucoup de sens, surtout dans la formation de la culture améliorée. Dans la formation de l'organisation de ton programme toi-même. On a des fiches journalières. À chaque fois que tu vas dans ton champ, tu te notes. Tu as pris des gens pour renverser, tu te notes. Ce champ école est une déclinaison du projet pour la promotion du riz local, ProRiz. En plus de la fertilisation, la mécanisation est de mise avec des équipements de pointe. Dans cette rizière à Yamoussoukro, quartier Nanan, ce motoculteur formé au centre de mécanisation agricole fait une démonstration du fraisage. De la boue à la table, le riz parcourt ainsi cuit avec un traitement post-récolte avant d'arriver à l'usine. À ce stade, pour avoir du riz blanchi, les critères de qualité sont à respecter. L'objectif de ce laboratoire, c'est de faire le contrôle, le suivi du contrôle de la qualité. Nous faisons les analyses au laboratoire ici afin de faire des recommandations ou bien de renforcer les capacités des dits acteurs. Le riz de qualité doit avoir 70% de grains longs, 30% de brisure, aucun grain coloré et aucun grain de caillou. Le taux d'humidité également doit être de 12% pour conserver davantage le riz. La phase 2 du projet pour la promotion du riz local a démarré en janvier 2021 et s'achèvera en décembre 2025 avec en prime l'amélioration des techniques post-récolte et de la qualité du riz local. Les femmes du vivrier sont déjà en marche pour la lutte contre la vie chère par l'agriculture. Celles du département d'Atié-Guakro ont toute fierté présenté le produit des travaux de la terre au cours d'une journée dédiée à l'agriculture. Kader Sogodogo. Oufoué Diekro, c'est le village choisi par les femmes d'Atié-Guakro
pour célébrer la journée de l'agriculture. Une présence de marque pour soutenir ces femmes. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Au cours d'un défilé, les femmes ont présenté des récoltes, fruits de leur labeur dans les champs. Je sollicite mes femmes pour travailler la terre, pour qu'on puisse bénéficier encore plus les dons que le ministre a pu donner. Nous voulons travailler. Il faut que mes femmes travaillent pour que l'avenir de demain soit parfait. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, l'État sera toujours aux côtés des hommes et des femmes qui restent convaincus que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Suite aux orientations données par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et également aux instructions du Premier ministre, nous avons décidé désormais de les accompagner en étant sur le terrain. Parce que la meilleure façon pour nous de protéger nos producteurs, c'est de les encadrer. Vous avez vu ces oignons qui d'ordinaire nous arrivent du Niger, sont également produits ici. De nombreux dons du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani auront permis de stimuler la joie des populations présentes à Oufoué-Diepro. Le défi est lancé depuis le Nananfoué, stopper net la cherté de la vie à travers l'agriculture. Nous passons à présent au point sur la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ce jour, 33 nouveaux cas sont annoncés dans le pays, 83 nouvelles guérisons également, 2 décès liés à la coronavirus enregistrés ce 18 juillet. 243 cas sont encore actifs. Le virus est encore présent. Restons vigilants et fermes sur la pratique des mesures barrières, également sur la vaccination. À ce jour, 15 258 522 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le pays. Intéressons-nous à présent au développement du plateau technique sanitaire en Côte d'Ivoire. Des travaux sont en cours au CHU de Cocody. Le centre hospitalier devrait dans peu de temps ouvrir son pôle mère-enfant. L'état d'avancement du chantier est estimé à 72%. Didier Nguessa. Ce chantier du pôle mère-enfant du CHU de Cocody sera livré le 31 mars 2023, entièrement équipé. Une infrastructure de haut niveau dédiée à la gynéco-obstétrique, à la pédiatrie et à la chirurgie pédiatrique. Cette visite de chantier permet de découvrir comment le projet prend forme avec sa capacité d'hospitalisation de 102 lits équivalent, presque à un CHR. À la date du 13 juillet 2022, les travaux sont estimés à 72,6%. Ce centre va bénéficier d'un plateau technique de haut niveau qui va permettre donc d'améliorer la prise en charge de ces patientes et des enfants également. Il va bénéficier d'un apport important en matière de couveuses, en matière d'équipements chirurgicaux qui va améliorer donc les soins en matière de santé de l'enfant et de la mère. Ce futur pôle d'excellence de 22 milliards de francs CFA est un don du peuple japonais à travers son agence de coopération internationale, JICA. Nous avons 2 axes, un consistant à accroître le développement économique et le deuxième, c'est contribuer à la société stable et sécuritaire. Donc nous avons des projets d'infrastructure comme l'échangeur Solibra, la construction de ports cellulaires, collaborant avec la police nationale. Cette visite est la première étape de la tournée média de la JICA en prélude à la 4e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août prochains. Dans la région du Go, paix, interdépendance et développement sont des sujets prioritaires. C'est en tout cas l'avis de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, qui a initié un sommet régional du Go, selon Kader Sogodogo. La paix, l'interdépendance et le développement, c'est le thème du sommet régional du Go sur la paix. La Fédération pour la paix universelle continue ainsi de tisser sa toile d'araignée à travers toute la Côte d'Ivoire. La paix dans les esprits et la paix entre les hommes reste à la boussole du chairman Aka Saël Lazare et toute son équipe. Notre principal atout, ce sont nos ambassadeurs de paix
qui représente une initiative conçue par les fondateurs de notre fédération comme un projet qui vise à enraciner la paix dans le cœur de l'humanité. Plusieurs interventions ont retracé les efforts de paix consentis dans la région du Gor. Les pistes pour la consolidation ont également été évoquées. Monsieur le ministre, dans notre vie, chers frères, nous ne sommes pas du même parti, mais nous sommes frères et nous demeurons frères. Je suis heureux que cette distinction nous soit faite ce même jour, ensemble, pour que, main dans la main, nous puissions consolider ce que nous avons fort fait dans notre région. Les initiatives de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, sont bien appréciées par le gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, encourage la Fédération à continuer dans le bon sens. Nos leaders politiques ont accepté de se retrouver et ce fut de très belles retrouvailles. C'est un exemple qui doit servir à chaque Ivoirien. Nous devons, comme le demande le président de la République, cultiver et renforcer la culture de la paix. Nous devons faire en sorte que la paix soit une réalité. Le sommet du Gor a été l'occasion de distinguer les artisans de paix dans cette région. 3 distinctions spéciales sont à noter. Lassina Bamba, le préfet de région, Abel Christian Dioré, président du conseil d'administration de la Sodexam, et Sébastien Danon Djedje, représentant le président du parti PPACI. À l'image de cette rencontre, le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès fait valoir le potentiel économique de la région du Moronou par l'organisation des Assises nationales de la décentralisation. Abou Sanogo. Associations féminines, structures de jeunesse, têtes couronnées et autorités locales n'ont pas voulu être en marge des Assises nationales de la décentralisation initiées par le MILOP, le mouvement ivoirien pour la légalité, l'ordre et le progrès. L'objectif est de présenter aux populations du Moronou les opportunités économiques de cette région. Il était de notre devoir de nous mettre sur les rails du développement à partir de la décentralisation dont parle tant le président de la République. La décentralisation doit permettre aux différentes couches de la société civile qui se trouvent dans notre département de vraiment développer des actions de paix et de cohésion. Cohésion sociale et développement du Moronou, atouts et défis au cœur des travaux qui ont permis aux populations de plancher sur l'état des lieux de la décentralisation dans la région du Moronou. Une opportunité, selon le parrain Bonissimo Annie, pour mieux comprendre la décentralisation avec ses particularités et ses spécificités. La décentralisation a besoin de paix et de cohésion sociale, parce que le développement va vers la population. Donc si ce développement qui vient vers nous, on ne le protège pas avec la sérénité et la paix, on ne peut pas acquérir ce développement-là. C'est pour cela que j'ai incité mes parents, dans leur diversité, à cultiver la paix et la cohésion sociale. Le préfet des régions, préfet du Moronou, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est félicité de la tenue de ces assises. La cérémonie a été marquée par la lecture d'une motion de soutien aux actions de développement réalisées par le président de la République dans la région du Moronou et par la distinction des personnalités engagées dans le développement de la région, qui comprend Mbato, Ara et Bongwanou. Continuons sur le développement. Dans la région de Boclé, 2 villages sont mis sous tension grâce au programme d'électrification rurale. Ces villages sont connectés au réseau électrique national. Il s'agit de Zouzouoko et de Petit Bondoukou dans le département de Fresco. Sam Kona. On vit dans le noir, il n'y a pas courant, il n'y a rien. Souvent, c'est les torches. Les lampes pétrole aussi peuvent finir. Quel jour on peut avoir courant dans notre village? Eh bien, ce jour est bel et bien arrivé. À travers ce geste du ministre-gouverneur Philippe Légré, la lumière jaillit à Zuzioko, dans le village de Marguerite-Néa, à la grande joie des populations. À ça, on a envoyé courant là. C'est pourquoi je vais montrer ça, ce qu'on faisait avant 50 ans là. On va jeter ça aujourd'hui. Avec courant maintenant on a marché, mais avant, ce qu'on était avant là, on va jeter ça. Tellement que la joie est dans mon cœur. Ça a tellement longtemps et ça a arrêté en bas de sous lumière. Je suis très contente. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il vient de nous faire. Ça, c'est un miracle. Tout le monde ne voit pas ça, mais nous, on a reçu. Comme à Zuzioko, Philippe Légré a répété le même geste à Petit Bondoukou, donnant ainsi la lumière à ce village.
De la lampe tempête à la lumière, à l'électricité aujourd'hui, c'est un grand chemin qui a été parcouru. Et grâce au président Ouattara, ce chemin a été vaincu. Alors, nous sommes venus donc donner la lumière. C'est une série de mises en lumière de villages. Il nous reste encore une vingtaine de villages qui doivent bénéficier de lumière. Après ce village, il y aura des campements et tout ça, pour que toutes les régions du district autonome du Bas-Sandra, comme la région du Boclé, bénéficient de la lumière à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'y reste que 10% de villages à électrifier dans le district autonome du Bas-Sandra. En politique, l'UDPCI poursuit ses actions de remobilisation. Durant 4 mois, plusieurs délégations de ce parti se sont rendues dans 29 secrétariats régionaux du parti. Maintenant, place au bilan pour évaluer les missions effectuées. Moussa Konaté. L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, poursuit ses actions de remobilisation. Après 4 mois de visites effectuées par des missions d'évaluation dans les différentes bases, l'heure est maintenant au bilan. Il est donc important pour nous de marquer un pas et faire l'état des lieux du dynamisme de notre parti. Il s'agit d'évaluer nos forces et nos faiblesses sur le terrain après 20 années d'existence et de réfléchir aux stratégies de remobilisation face aux défis à venir. Ce sont 29 secrétariats régionaux sur 36 sillonnés par les équipes. L'UDPCI veut se donner plus de visibilité à travers une forte représentativité sur tout le territoire national. Une satisfaction pour Albert Mabritoakus, le président du parti, souhaite intensifier la formation des militants. La formation du militant demeure une préoccupation majeure dans la conduite de notre parti. C'est pourquoi nous avons trouvé opportun de coupler la séance de formation sur l'outil gagné avec intégrité à ce séminaire afin de renforcer les capacités des animateurs du parti, des hautes instances aux structures de base. Après cette étape, l'UDPCI prévoit un séminaire bilan global d'évaluation de ses missions de remobilisation les 16 et 17 septembre à Mans, suivi de la cérémonie de commémoration des 20 ans du décès de Robert Gueye, fondateur du parti. En religion, le siège du COSIM est en travaux dans le nord du pays. Cette infrastructure va servir de cadre pour coordonner les activités islamiques dans cette zone de la Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Bientôt, le siège régional du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM à Korogo, le deuxième après celui d'Abidjan. La première pierre de l'édifice est posée par le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité. Avec lui, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et siège souhaité par les imams de la région du Poro. Quand il y avait des réunions, on a oublié de le faire sur l'esplanade de la mosquée ou soit dans la mosquée. Et donc quand les heures de prière arrivaient, c'était vraiment compliqué. Et donc avec l'avènement de ce nouveau siège, cela va nous aider beaucoup. Le siège régional du COSIM d'une superficie de 310 mètres carrés sort de terre dans la cour de la grande mosquée de Korogo. Il dispose entre autres d'une salle de conférence de plus de 100 places, de plusieurs bureaux, de 2 studios autonomes pour l'hébergement de personnalités. Cette infrastructure va servir de cadre pour coordonner les activités islamiques. Le siège va permettre aux imams de se retrouver, d'avoir un point de ralliement, de donner un domicile fixe à l'organisation. La construction et l'équipement du siège régional du COSIM nécessitent un financement de près de 100 millions de francs CFA. Selon le président du COSIM, la contribution des fidèles sera d'une aide capitale. Et le ministre de la Communication et de l'économie numérique ne se fait pas prier pour apporter sa pierre à l'édifice. Je prendrai mon bâton de pèlerin pour être le fédérateur de toutes ces contributions des cadres. Il est toujours bon que ce soit la collectivité qui la porte. C'est le lieu de leur montrer que la puissance de leur foi peut descendre dans leur poche. Dans 24 mois, ce sera l'inauguration de ce siège régional du COSIM à Korogo.
L'actualité hors de nos frontières, 2 cas de virus Marburg, maladie très contagieuse et mortelle, ont été recensés au Ghana. Les autorités sanitaires du Ghana ont officiellement confirmé ce dimanche que 2 personnes décédées au début du mois de juillet étaient atteintes par le virus de Marburg, une fièvre hémorragique hautement contagieuse similaire à Ebola. Le 8 juillet dernier, les prélèvements sanguins de 2 personnes réalisés dans la région d'Ashanti, au sud de ce pays, suggéraient le virus Marburg et les échantillons avaient été envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar pour confirmation. Et c'est la première fois, notez-le, que le Ghana confirme la présence de ce virus sur son territoire. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis.